Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat, édition spéciale de votre 22h. Ce soir, nous sommes ensemble pour une heure d'analyse et de débat après une journée et une soirée très politique. Il y a eu bien sûr la présentation détaillée du projet de François Hollande ce matin et un débat télévisé ce soir, en ce moment même, entre le candidat socialiste et un ténor de la majorité, Alain Juppé. Le tout avant une intervention attendue de Nicolas Sarkozy ce dimanche. Alors pour analyser cette séquence, on retrouve dans un instant Arlette Chabot d'Europe 1, Claude Veil du Nouvel Observateur et notre chroniqueur Jean-Louis Gombaud. Et puis cette question dans le 22h ce soir, vers qui penche le vote tant convoité des classes moyennes? Face à face de spécialistes de l'opinion ce soir, François Calfon et Thierry Saucé. Enfin, en politique, vous le savez, les mots ont un sens bien sûr, mais les gestes aussi. Nous les décrypterons avec Philippe Lenchener. Tout cela en direct sur Public Sénat. Merci donc d'être en notre compagnie ce soir. Après son meeting au Bourget, qui lui a permis d'engranger davantage d'intentions de vote, François Hollande était très attendu ce matin sur son projet. En tête des sondages, le candidat socialiste s'est livré à un exercice toujours délicat, entrer dans les détails de chacune de ses propositions et de leur financement. C'est donc bel et bien un deuxième grand test pour François Hollande après le Bourget. Tous les détails avec Sandra Cerquera. En plein cœur du 11e arrondissement de Paris, c'est la cohue des grands jours devant la Maison des Métallos, au lieu du syndicalisme parisien, et le lieu n'a pas été choisi au hasard. C'est la mémoire du mouvement ouvrier. François Hollande vient détailler ses 60 engagements pour la France. Un projet à la première personne. Face aux 400 journalistes présents, fini le lyrisme, le ton n'est pas le même qu'au Bourget. Plus professoral, un défilé de chiffres, de pourcentages, de milliards, presque un cours de rigueur. Mon projet repose sur 4 principes. Le premier, c'est la lucidité sur la gravité de la situation, l'ampleur de la crise et l'état du pays. Je ne promets que ce que je suis capable de tenir. Pas moins, pas plus. Car Hollande veut se présenter en candidat crédible et raisonnable. Ce discours, c'est aussi l'occasion de riposter à la droite, qui l'accuse de vouloir piétiner les classes moyennes. Mais là encore, jamais le nom de Nicolas Sarkozy n'est cité. Au détour d'une phrase, François Hollande s'autorise même à parler au futur, comme s'il se voyait déjà à l'Élysée. Je ne veux pas faire ce que nos prédécesseurs ont hélas posé comme règle, c'est-à-dire des prévisions totalement décalées par rapport à la réalité. Au Bourget, François Hollande a essayé de convaincre l'aile gauche du PS. Aujourd'hui, il s'est adressé à un électorat plus large, de potentiels électeurs de l'autre François, François Bayrou. Et confiant, François Hollande l'est, mais rien n'est encore acquis selon le candidat qui reste, vous allez le voir, prudent. On l'écoute lors de son intervention ce soir sur France 2. Quand la monnaie se prend, il faut éviter qu'elle retombe. Et ça peut tourner. Donc c'était une attitude que je ne cesserai d'avoir, c'est celle du respect des Français. Il n'y a pas un sentiment d'ivresse ou de vertige? Je donne cette impression, je ne crois pas. Pourquoi? Parce que je suis suffisamment expérimenté dans la vie politique pour savoir que rien n'est jamais acquis, rien n'est fait, que tout se construit, tout se mérite. Et s'il y a eu des étapes qui ont été franchies, il y en a eu. Je les ai prises une après l'autre. Et cette fois-ci, l'UMP n'a pas tardé à réagir à la présentation du programme de François Hollande. Sans surprise, la majorité a fustigé ce projet qui met, je cite, en péril le modèle social et la crédibilité de la France. Regardez ce florilège de réactions recueillies par Nathalie Guillouard. Vieille recette, je recrute, je dépense, vieille querelle, la laïcité dans la Constitution. Pourquoi revenir aujourd'hui sur cette loi de 1905? Donc je pense qu'il n'a pas fait le saut dans le XXIe siècle. Ça manque quand même de concret. Par exemple, il n'y a rien sur le SMIC. Il y a maintenant des millions de gens qui vivent avec 900 € par mois. Où est la justice à ce niveau-là? La cause de la désindustrialisation massive, du chômage massif, de la mainmise de la finance sur le politique. Contre tout cela, il n'y a aucune proposition de la part de M. Hollande.
J'en conclus donc que sa guerre contre la finance est une guerre avec un pistolet à bouchon. Et dans ce projet, justement, présenté ce matin par François Hollande, la fiscalité et plus précisément la justice fiscale y occupe une place de choix. Les plus aisés paieront plus d'impôts. Mais que contient précisément cette grande réforme fiscale annoncée par le candidat socialiste? Plus de précision ce soir avec Paul Bouffard. Agir vite, si le grand soir d'une vaste réforme fiscale n'est pas à l'ordre du jour, les aménagements avancés par le candidat visent d'abord les hauts revenus. Première mesure, le projet du candidat prévoit de réformer l'impôt sur le revenu. Création d'une nouvelle tranche d'imposition à 45% pour les revenus dépassant 150 000 € par part. Selon lui, 0,5% des Français seraient concernés par cette mesure. Deuxième point fort de sa politique, François Hollande s'attaque vigoureusement aux niches fiscales. Les niches fiscales seront effectivement plafonnées. Aujourd'hui, c'est 18 000 € et avec une facilité selon l'importance des revenus. Ça sera demain, si les Français en décident, 10 000 € de réduction d'impôt maximale. Troisième mesure phare, la réforme du quotient familial qui ne sera pas supprimée. Ce dispositif permet de réduire l'impôt des ménages en fonction du nombre d'enfants. François Hollande veut baisser son plafond de 2 300 à 2 000 €. 5% des familles les plus aisées sont concernées. L'argent collecté financera une hausse de l'allocation de rentrée scolaire. Des réformes fiscales qui visent les hauts revenus pour un seul objectif, tenir les classes moyennes hors de l'eau. Je veux les rassurer, ces classes moyennes, elles ont été ponctionnées pendant 5 ans. Donc ces classes moyennes n'en peuvent plus. Et je les comprends. Elles seront protégées. Pour le candidat socialiste, le coût de rabot sur les niches fiscales atteindrait 29 milliards d'euros étalés sur le quinquennat. Les mesures nouvelles, elles, auraient un coût de 20 milliards d'euros. On est parti. Et pour l'analyse, le débat, nos invités ce soir, Arlette Chabot, bonsoir, bienvenue, directrice de l'information d'Europe 1, notre chroniqueur Jean-Louis Gombaud, bonsoir Jean-Louis, et Claude Veil, directeur de la rédaction du Nouvel Observateur, bonsoir. Et puis, pour nous accompagner tout au long de cette édition, d'une heure un peu d'humour, ce soir, ça fait du bien aussi, puisque l'on reçoit avec plaisir le dessinateur et caricaturiste Tinius. Bonsoir Tinius, muni de son crayon déjà, ça y est. Alors, Tinius qui a déjà qui a déjà dressé le bilan de Nicolas Sarkozy dans cet ouvrage, recueil de vos dessins aux éditions 12 bis. Est-ce que François Hollande vous inspire autant d'ailleurs que Nicolas Sarkozy, puisqu'il y en a des dessins sur lui? Là, c'était pas le sujet. Oui, justement, mais il va vous inspirer autant que Nicolas Sarkozy? J'imagine que oui, il n'y aura pas de souci. Bon, on verra ça ce soir. Alors, le débat, Arlette Chabot, présentation ce matin du programme de François Hollande. Est-ce qu'il est à la hauteur de l'enthousiasme et de l'espoir suscité par son discours au Bourget? Est-ce que les mots correspondent à ses propositions? Je crois qu'il y avait beaucoup de propositions déjà qui étaient dans le discours du Bourget. Alors maintenant, il y a forcément un décalage entre le lyrisme, les envolées d'un discours fait devant des militants et qui devait lancer la campagne et susciter l'enthousiasme. Et puis ce matin, on était plutôt avec le crayon, on notait, il y a des chiffres, bon. Et alors, ce soir aussi d'ailleurs sur France 2. Donc évidemment, j'allais dire, c'est beaucoup moins gai et beaucoup moins lyrique et ça suscite beaucoup moins l'enthousiasme. Surtout que je crois que le positionnement choisi par François Hollande est à la fois assez raisonnable pour n'inquiéter personne et en même temps, peut-être aux yeux de beaucoup, pas assez audacieux pour susciter cet enthousiasme. Donc c'est un compromis qui ressemble à ce qu'a toujours voulu François Hollande, qui a répété ce matin très fortement « Je ne promets rien que je ne pourrai promettre, que je ne pourrai tenir quand je serai élu. Je ferai tout ce que j'ai promis et rien d'autre, pas plus, pas moins. » Donc voilà, donc c'est au fond quelque chose d'assez équilibré. Il n'y a pas de lyrisme à gauche, il n'y a pas « Je vais augmenter les salaires » avec des gens qui hurlent de bonheur. Je vais augmenter les prestations d'eux, parce que ça c'est pas possible, avec la crise, et alors à ce moment-là c'est des clameurs, et on entend même dans une salle avec des journalistes un peuple de gauche qui hurlerait de joie, donc c'est assez raisonnable justement, il ne parle pas de salaire, il n'y a pas d'augmentation, mais certains diront en même temps, la réduction de la dette, on ne voit pas très bien où il va trouver l'argent. Donc plus de précision, on va en parler. Claude Veil, Alain Duhamel, ce matin a qualifié ce programme de luthérien. Est-ce que c'est le bon mot pour appréhender le projet de François Hollande, luthérien? Je ne dirais pas ça du tout, non. Moi, ce qui m'a frappé, c'est il y a entre le discours de dimanche et le discours de ce matin, c'est qu'on est passé, en effet, des mots aux actes. C'est à peu près le titre de l'émission de France 2, je crois. Des paroles et des actes. Et ça correspond, justement? Dimanche, au Bourget, François Hollande, qui connaît sa gauche sur le bout du doigt, a réussi à toucher toutes les zones érogènes du peuple de gauche.
La laïcité, la République, la finance, toutes les choses qui font plaisir dans un congrès. L'égalité, naturellement, l'égalité 17 fois, je crois. Et là, il s'agissait de transformer ça en propositions concrètes. Et là, on est dans le dur. Et François Hollande déploie ce qui est son plus grand talent, qui est le sens de la synthèse. Parce qu'en fait, ce qu'il avait à faire, on disait que dans les congrès socialistes, il avait le génie des synthèses. Là, ce qu'il avait à faire, c'était la synthèse entre la contrainte économique et la nécessité de donner un espoir à gauche, social donc. Et le réglage du curseur a été la grande affaire de ces dernières semaines. Et je trouve qu'il s'en est pour le moment bien tiré, avec quand même un problème dont on voit bien qu'il est, je dirais, l'élément caché du programme, qui est la question de la dépense publique. D'ailleurs, c'est pas un hasard, c'est tout à l'heure notre confrère l'a interrogé immédiatement là-dessus, et je n'ai pas entendu une réponse très claire, parce que pour moi, dans ce programme qui est aussi généreux qu'on peut l'être dans la conjoncture actuelle, oui, il manque un volet, c'est le volet de la dépense publique. Je n'ai pas vu d'économie sur la dépense publique. La France, comme le disait l'anglais, pardon de le citer encore, vous pouvez, votre concurrent, l'anglais a rappelé, ce soir concurrent en tout cas, a rappelé que la France, avec 57% de dépenses publiques, est probablement recordman du monde. Jean-Louis Gombaud nous... Pas du monde, les pays nordiques sont supérieurs à nous. Peut-être. Et que la France a un problème de rigidité de sa dépense qui rend très très difficile de faire des économies de ce point de vue. Encore un flou sur ce sujet. Le programme tel qu'il est de dépenses nouvelles de 20 milliards et de recettes nouvelles 30 milliards me paraît bien calibré, bien fait. Et je pense, je ne suis pas un grand expert en économie, mais je pense qu'il touche juste. Il touche. Alors justement, un expert en économie. Puisque vous avez parlé, attendez, juste un instant, Claude Veil, d'égalité. Jean-Louis, est-ce que le cœur de ce programme, l'ADN, l'identité, c'est la justice fiscale? Est-ce que c'est un projet égalitaire? Bon, alors, d'abord, mon point de vue sur Bourget ce matin. Le Bourget, on rassemble à gauche, c'est de la politique. Et là, c'est dans la gestion. Donc effectivement, il est dans la gestion, la colonne de chiffres, c'est un peu rébarbatif, et en ce sens, c'est peut-être pour ça que Duhamel a parlé de Luthérien. Et il s'adresse à l'ensemble de la population française. Au Bourget, il s'adresse aux gens qui vont coller les affiches, qui vont distribuer des tracts. Les militants, c'est à eux qu'il s'est adressé, il fallait leur donner un souffle, et il leur donne ce qu'ils veulent entendre. Et puis après, on repasse à un autre aspect, on ne reste pas à la gestion. Alors, est-ce que c'est un projet de justice ? Je dirais que François Hollande a toujours dit que la différence entre la gauche et la droite se voyait derrière la fiscalité. J'ai toujours entendu François Hollande nous dire cela, que la fiscalité était le critère. Et donc effectivement, il va rétablir l'ensemble, il va essayer de rétablir ce fameux équilibre. Bon, sur la question de le programme de François Hollande, il y a deux parties. Il y a une partie 29 milliards, qui est pioché dans les niches fiscales, qu'il ne détaille pas d'ailleurs dans le programme qu'il nous a soumis ce matin, pour réduire le déficit. Et puis après, il y a son programme, qui somme sur 20 milliards d'euros, ce sont deux choses différentes. On est en fait sur une somme globale de 49 milliards, 29 pour la réduction du déficit, et une vingtaine de milliards pour les dépenses qu'il va faire, occasionner, et puis qui sont contrebalancées par des recettes qu'il précise. Sur ces recettes, il y a déjà un débat. Par exemple, sur la question de la retraite à 60 ans, il nous dit dans son programme de ce matin, c'est 5-6 milliards. Lorsque on regarde, par exemple, ce que nous propose l'Institut Montaigne, on arrive à 17 milliards. Donc il va s'ouvrir un débat sur les différences. Le chiffre qu'il donne ne font pas l'unanimité. Mais en tout cas, dans son esprit, il équilibre les dépenses et les recettes dans son programme dit de gauche, et sur les 29 milliards, il réduit globalement, mais globalement, il ne touche pas effectivement à l'évolution de la dépense. Il n'y a pas d'économie au sens propre, parce que les dépenses nouvelles qu'il occasionne ne se comptent pas contrebalancées par des économies par ailleurs, mais par des impôts nouveaux, les fameux 20 milliards. Tinius, peut-être un regard, un coup d'œil? Vous êtes en pleine... Allez-y, prenez votre temps. Arlette Chabot, est-ce qu'on peut dire que c'est un tournant dans la campagne ce matin et ce soir aussi pour l'émission? L'invective va finalement laisser place à l'analyse, l'injonction à la précision. Maintenant, on connaît finalement les propositions. C'est le choc des propositions avec les mesures annoncées dimanche par Nicolas Sarkozy. C'est le chapitre 1 de la campagne. C'est-à-dire là, c'est la fin ce soir de la séquence François Hollande avec effectivement le grand meeting, la présentation du budget, la grande émission de télévision. Alors là, ce soir,
soir, on va en tirer un bilan encore demain de l'émission et de cette séquence. Et puis après, on va ouvrir une séquence Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, président, pas encore candidat dimanche, mais il va quand même beaucoup ressembler au candidat qu'il sera sans doute dans plusieurs semaines. On ouvre une autre période, voilà. Et puis après, j'allais dire qu'on retrouvera François Hollande, qui visiblement a l'intention dans les semaines qui viennent, de thème par thème, de reprendre ses propositions, de les préciser encore un peu plus. Alors là, il y a un décor qui est déjà planté, à gauche, voilà, au Parti Socialiste, et puis on attend effectivement comment Nicolas Sarkozy va réagir. Et donc, encore une fois, ça, c'est dimanche la séquence qui commence avec les propositions du président de la République qui vont forcément ouvrir un débat avec le grand point d'interrogation sur la TVA sociale. CNews, on voit le premier dessin. Voilà. Ah oui. Je ne sais pas si on a tous vu le clip de campagne. Oui, bien sûr. Du PS, on pourrait refaire le geste. Et donc, j'ai cherché longtemps qu'est-ce que ça pouvait bien vouloir signifier ce geste. En fait, je crois qu'ils sont en train d'étrangler Sarkozy. Le changement, c'est maintenant. Alors, juste un petit mot. C'est-à-dire que depuis dimanche, vraiment, François Hollande est candidat à l'élection présidentielle. Parce qu'on était avant dans le genre je me prépare, je fourmille les armes. Et il est vraiment dans la posture du candidat. Un peu plus que ça. Parce qu'il pense déjà qu'il ça change la tonalité de cette séquence. C'est que l'homme qui, aujourd'hui, nous a exposé son programme, avec beaucoup, je trouve, d'autorité. Il y a eu tout ce débat sur le Hollande mou, il habite pas la fonction. Si, là on l'a. Là on l'a, hein, il habite. Cet homme-là, c'est pas Morin ou Dupont-Aignan. Il n'est pas candidat pour faire 1%. C'est l'homme qui, depuis des semaines et actuellement tous les jours, est à 60% ou 58% dans les intentions de vote de second tour. C'est-à-dire que les Français, l'écoutent déjà. Oui, bien sûr. Oui. Non, mais je dis pas qu'il a gagné. Je dis que les Français l'écoutent déjà comme le super favori de la compétition. Et donc tous les propos qu'il tient sont des propos qui engagent beaucoup parce que, encore une fois, il n'est pas le challenger, il est actuellement dans le pronostic, dans le souhait et dans l'intention de vote largement en tête. Et donc ça implique beaucoup et ça exige que nous écoutions très attentivement ce qui est dit. Et c'est aussi pour ça quand je dis qu'il est candidat, c'est qu'il pense vraiment qu'il peut, parce que les sondages le disent pour l'instant, même si vous avez raison, il est à 3 mois et il y a encore un long parcours et notamment l'entrée en campagne de Nicolas Sarkozy, il pense à l'Élysée. Voilà. Il pense non pas qu'il est élu, mais il pense, en donnant un calendrier, ce qu'il a fait aujourd'hui dans son programme, c'est première partie du mandat, je ferai ça, deuxième partie, voilà, comment j'accomplirai ma tâche. Donc je crois qu'il est déjà projeté. C'est pour ça qu'on l'écoute et on le regarde sans doute d'une façon différente. Alors, Arlette, je sais que ça vous préoccupe, hein, je vous tiens au courant de ce qui se passe aussi, puisqu'on me le dit à l'oreillette sur le débat entre François Hollande et Alain Juppé, s'il se passe vraiment quelque chose... Il y en a un qui blesse l'autre, on le saura. Ça va être au premier sang, on arrête le combat. Oui. Voilà. Et, alors Jean-Louis... Quel est le score 0-0 pour l'instant. Jean-Louis, l'adversaire déclaré de François Hollande, c'est la finance, les banques. Est-ce que son programme contient les armes nécessaires pour combattre cet adversaire ? J'ai trouvé quand même que dans le là, et donc il a lancé ce défi, mon adversaire c'est la finance, dimanche, et dans ce qu'il a dit aujourd'hui, on ne voyait pas vraiment en quoi son adversaire c'était la finance. Il a précisé un peu son point de vue sur la séparation entre les banques dépôt et banques d'investissement. Je trouve que ce débat se modifie de jour en jour. On mélange banque d'investissement et spéculation, par exemple, ce qui n'est pas du tout la même chose. Parce que effectivement, aujourd'hui, dans le programme ce matin, il s'agissait que les dépôts n'aillent pas à la spéculation, comme si le problème de la banque d'investissement c'était de faire de la spéculation. C'est une activité beaucoup plus complexe que cela. Mais enfin bon, bref, en tout cas, on ne voyait pas là-dedans en quoi la finance était véritablement son adversaire. On ne l'a pas vu de condamnation, de la fameuse tutelle dont parlait Montebourg, des choses de ce genre. Il y a une chose qui manque aussi, je crois, dans son programme, qui me paraît importante, et je sais bien que c'est la question la plus difficile, c'est la question de la croissance. Il dit s'il n'y a pas la croissance, il n'y a rien. S'il n'y a pas la croissance, donc il table sur la croissance, c'est un pari en fait. Quelque part, il a raison, bien entendu. On ne peut pas simplement avoir discuté sur du noir. Je crois que Claude Veil va aussi se mettre à dessiner. Je suis mauvais. Ah oui. Mais on va le constater. Encore plus mauvais en commentaire politique. Il ne dit pas, par exemple, ce que je propose sur le plan fiscal aura un impact sur la croissance. On pourrait dire cela. On ne voit pas où est le déclic
qui va lui permettre de passer de 0,5% en 2012 à 2% en 2013. On ne voit pas où il est. Et je crois que c'est la faiblesse de son propos économique. Même les aides portées sur les PME, par exemple. C'est-à-dire quand il dit qu'il met le paquet sur les PME pour aider les PME à créer des emplois, il ne prend pas 1,5% de croissance avec ça. C'est ça que je voulais parler, parce que là, il me semble que dans la bouche d'un dirigeant de gauche, il y a une vraie rupture qui n'a pas été beaucoup soulignée, c'est que du point de vue de la gestion économique, indépendamment de la question de la fiscalité sur laquelle j'ai les réserves que j'ai fait tout à l'heure, c'est une priorité, c'est une politique de l'offre que propose François Hollande. Et ça, c'est une rupture par rapport à la tradition de la gauche qui a toujours privilégié la relance par la demande. Là, il n'y a pas de mesure spectaculaire sur la demande, parce qu'il n'y a pas d'argent dans les caisses, pour dire les choses autrement, et il y a la prise en compte quand il parle de la petite entreprise, de la moyenne entreprise, qui va doubler le crédit impôt recherche, etc. Il y a la mise en place de quelque chose qui ressemble à une politique de l'offre, qui du point de vue du logiciel de la gauche me paraît une évolution sensible. L'autre petite évolution que j'ai notée ce soir, qui m'a intéressé, par rapport à ce que vous disiez sur la finance, cette fameuse phrase qui est évidemment à cartonner en meeting, elle était faite pour ça, et moi personnellement elle me laisse assez indifférent parce que déclarer la guerre à la finance c'est relativement fastoche, mais encore faut-il la gagner. C'est que ce soir il dit... Je peux faire une parenthèse, juste Claude Veil, sur la caricature de T-News. On voit donc François Hollande à la télévision. J'aime les gens, c'est ce qu'il avait dit au Bourget. Oui. Et Nicolas Sarkozy qui lui dit non, c'est son premier mensonge, il ne m'aime pas moi. Il n'a pas dit qu'il aimait tout le monde en même temps. Claude Veil. Et oui, ce soir il dit, il couple le déficit avec l'indépendance nationale. Et c'est déjà une tonalité un petit peu différente, parce qu'il dit, si on veut que la France soit souveraine et maître de son destin, il faut déjà qu'elle se désendette. Parce que quand on a des dettes, on est entre les mains de son créancier. C'est une autre façon de parler de la finance, qui me rappelle une phrase que j'aimais beaucoup je ne veux pas lui porter malheur, mais Alfredo Pérez Rubalcaba, qui était le leader socialiste qui s'est fait rétamer aux élections espagnoles, avait une phrase face à son extrême gauche qui lui disait « résiste ». Comme Mélenchon refuse de céder devant la finance, il avait répondu si vous détestez la finance et que vous adorez les déficits, alors vous avez un gros problème, parce que la finance, c'est ceux qui vous financent vos déficits. Alors Arlette Chabot, je vais demander juste une chose, je ne demande pas souvent à Lauriette qu'on me donne des nouvelles du débat, je veux vraiment donner à Arlette, on me dit rien, mais je pense qu'il doit y avoir un peu plus. Nous regarde aussi, c'est pas exclusif. Tout à fait, on va leur dire peut-être qu'ils jouent un peu avec la télécommande. Arlette, est-ce que c'est fini les cafouillages et les réponses tardives? Cette fois-ci, l'UMP a dégainé plus vite pour répondre au programme de François Hollande. Tous ou presque ont réagi en dénonçant un projet complètement déconnecté de la réalité. Est-ce que l'angle d'attaque est pertinent? Je dirais d'abord cafouillage. On pourrait poser la question aux socialistes. Est-ce que c'est fini les cafouillages au PS? Je pense que François Hollande le souhaite, puisque maintenant il a dit les choses, donc on devrait éviter les déclarations intempestives du il va faire, mais non, mais peut-être, mais j'ai pas compris la même chose déjà. Deuxièmement, voilà, je crois que la riposte a un petit peu tardé à l'UMP. Moi je dirais qu'ils ont quand même été assez surpris. D'abord dimanche parce qu'ils n'attendaient pas que François Hollande réussisse son opération du Bourget. Deuxièmement, ils n'attendaient pas qu'il présente déjà des propositions. Donc ils sont un peu, je dis, pas très à l'aise, quoi. Voilà. Et ils attendent simplement le signal du départ qui sera donné par Nicolas Sarkozy. Ils sont dans du classique, la réaction de la cellule riposte. Franchement, je ne l'ai pas trouvée très imaginative. On peut mieux faire. Je vais le dire plus brutalement. Dimanche, la droite était à la rue. Ils étaient totalement à la rue. Et à mon avis, pour une raison, c'est qu'ils ont tellement dit et répété depuis des semaines Hollande est un mou, il n'y a rien sous le capot, etc., qu'ils avaient fini par s'en convaincre eux-mêmes. Et ils ont été tout étonnés de découvrir un type qui disait « je », qui parlait aux Français avec autorité, avec force, et qui avait une vision. Parce qu'il y a un programme derrière tout ça. D'abord, on serre les vis, et dans un deuxième temps, si la croissance revient, on pourra faire plus de générosité. Enfin, il a construit dans sa tête son quinquennat, et c'est ça que les gens ont vu dimanche. C'était pas seulement quelqu'un qui arrivait, qui sortait des mesures comme ci, comme ça. Il a un planning, il a une feuille de route. Et ça, je pense que, à force de le nier, les gens de l'UMP avaient fini par s'en convaincre. C'est-à-dire que l'UMP imaginait aussi qu'il allait s'effondrer, François Hollande. C'est la leçon éternelle, il ne faut pas sous-estimer son adversaire. Et le problème de François Hollande aujourd'hui, vu à la hauteur où il est dans les sondages, c'est surtout pas de sous-estimer Sarkozy. Et c'est peut-être le défaut qui le guette, parce que actuellement tout va plutôt bien pour lui.
Alors, notre caricature de T-News, Hollande, mon adversaire c'est la finance, lui aussi il veut nous mettre au pas. Et on voit ce qui semble être les gros patrons derrière Nicolas Sarkozy. Arlette, c'est aussi une séquence qui est très suivie de près par Nicolas Sarkozy. Dimanche soir, donc le président devrait annoncer des mesures fortes, dit-on, pour l'emploi et la compétitivité. Mais on peut imaginer que les angles d'attaque sont prêts pour déconstruire le programme de François Hollande aussi. Tout dépend de ce que Nicolas Sarkozy veut faire, c'est-à-dire qu'en fait c'est une intervention du président de la République, je l'ai dit tout à l'heure, même si tout le monde sait qu'il est candidat, il ne s'est pas déclaré. Donc dans la foulée, si j'ose dire, du sommet social, il avait annoncé effectivement cette intervention avec l'annonce de mesures fortes. Alors où il reste président de la République, c'est-à-dire qu'il conserve le ton grave pour annoncer des mesures qu'il juge indispensables pour améliorer la compétitivité de la France, des entreprises, voilà, avec en creux des attaques contre les socialistes. Deuxième hypothèse, il va mettre évidemment face à face ce qu'il annonce lui, sérieux, responsable, des efforts, des mesures pas forcément populaires face au vide, dira-t-il, un peu du PS, des propositions de François Hollande, ou alors il nous fera comprendre, il sera déjà dans la bataille et ce sera, j'allais dire, presque du frontal. Je ne sais pas s'il a encore choisi sa stratégie, mais moi j'opterais un peu pour ce qu'il a fait d'ailleurs, pour la deuxième hypothèse, c'est ce qu'il a fait d'ailleurs dans le discours de Toulon, où on n'était pas dans un grand discours présidentiel comme celui qu'il avait fait en 2008, on était déjà à propos la bataille. Lui il va dire moi je fais des réformes de fond et je propose des réformes de fond, pendant qu'en face on est dans l'aménagement et des petites mesurettes qui sont proposées par les socialistes. Alors on nous dit que le débat, je vais essayer de le résumer ainsi, il est... bien. Oui, tout va bien. Non, il tombe pas d'accord surtout. Il est policé, voilà, c'est le mot que je cherchais. Il est policé, il est de haute tenue, de grande qualité, compte tenu évidemment des deux débatteurs, mais policé pour l'instant. Alors Claude Veil, on a vu ce soir un François Hollande qui est confiant à présent. Les sondages s'envolent, les socialistes ont le sourire, mais il reste, comme on l'a dit tout à l'heure, 3 mois de campagne. C'est long. Est-ce qu'ils sentent le parfum de la victoire? Est-ce qu'ils ne sont pas enivrés un petit peu? Ce soir, il avait l'air très avantageux. On sentait, même par moments un petit peu cassant. Je crois qu'il ne sous-estime pas son adversaire, mais objectivement, il lui est difficile, cet humain, de ne pas se voir dans la situation du favori, parce qu'il y a quand même un certain nombre de paramètres. La politique, c'est pas une science exacte, mais enfin, il y a des équations. Et actuellement, dans l'équation, tous les paramètres vont dans le même sens. Le chômage ne cesse d'augmenter, les difficultés s'accumulent. Nicolas Sarkozy est dans une position telle qu'il ne peut que tenir dimanche. C'est pas moi qui écris son papier, mais enfin, il me semble assez clair. Il me semble assez clair d'imaginer quel thème il va préempter. François Hollande a préempté les thèmes justice, égalité, etc. Lui, il va préempter les thèmes courage, lucidité, action. Voilà. Lui vous fait des promesses et des mains. Moi, non seulement je suis dans le courage et dans l'action, mais j'ai le courage de réaliser, alors que rien ne m'y oblige, et avant même de partir, des réformes que je sais impopulaires. La TVA sociale. Et je sais qu'il y a des gens parmi vous à qui ça fait peur. Eh bien, ils ont tort d'avoir peur. Parce que si nous n'avons pas le courage de faire ces efforts et ces sacrifices maintenant, nous le paierons dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Bref, c'est un discours à haut risque politique. Mais il n'a aujourd'hui, concrètement, compte tenu du jugement que les Français portent sur son bilan, il n'a plus beaucoup d'autres cartes dans son jeu, je dirais. Alors on va finir par 2 points. Jean-Louis, le chômage joue un rôle crucial dans cette campagne. Si l'on en croit toutes les prévisions, il n'y aura pas d'amélioration sur le front de l'emploi. Donc une campagne avec des très mauvaises nouvelles, pas d'éclaircies. Au mois d'avril, quand il y aura les élections, on sera à 3 millions. Parce qu'on est à 1000 chômeurs de plus par jour. Au milieu de l'année, en moyenne en 2011, on était à 500 chômeurs de plus par jour. Là, on est à 1000. On devrait normalement arriver aux 3 millions et dépasser les 10% de taux de chômage. Je pense que l'idée de M. Sarkozy, je ne sais pas si ça peut marcher, mais son idée, c'est laquelle? C'est de dire comment je fais redémarrer la croissance. Parce que c'est ça la clé. Et il va nous dire en baissant les coûts. Je vais baisser les coûts de production français, je vais être grâce à ma TVA sociale et grâce à mon contrat de compétitivité, je baisse les coûts, avec ça je suis plus productif et je peux mieux vendre face à la concurrence et je redémarre la croissance. C'est son schéma, je pense, sur un plan purement économique, son schéma. Je pense que quand même, et je ne sais pas si c'est le bon schéma, mais c'en est un. Alors que François Hollande, je ne le vois pas très bien ce schéma de déclic. Je crois que ça va être la différence. Alors c'est vrai que la manière de parler de Nicolas Sarkozy sur cette affaire ne va pas plaire, ne va pas plaire. Peut-être il peut essayer de récolter les fruits en disant oui, ça ne plaît pas, mais c'est le seul moyen qui existe
pour refaire de la croissance. Il va être churchillien, lui qui est si peu, c'est pas sa nature. La caricature pour finir. Non. Hortefeux, patron de la cellule Riposte, à propos de cellules, n'a pas été condamné. Ça fait rire Arlette. Pour finir, on va sortir des frontières si vous le voulez bien. Savez-vous comment François Hollande est perçu par la presse étrangère? Bah non, autant dire. Non, il y a quelques mois, quelques semaines. C'est inconnu, non? Oui. C'est vrai, mais cette presse, il y a quelques mois, moqué François Hollande, décrit un Mr. Ordinary, Monsieur Ordinaire, candidat normal. Leur perception a évolué. The Guardian se félicite aujourd'hui de l'offensive courageuse de François Hollande contre le monde de la finance. Il marque des points à l'étranger aussi, apparemment. C'est normal parce que c'était, on dit même en France d'ailleurs, c'est un connu inconnu, François Hollande. C'est-à-dire qu'il est sur la scène politique française depuis assez longtemps, mais personne ne savait qui était au fond ce responsable socialiste. Personne ne savait qui il était, son histoire, son parcours. On le voyait toujours, oui, en celui qui parle au nom du Parti socialiste, mais il est assez inconnu. Et je crois qu'à l'étranger, c'était effectivement à peu près la même chose. Oui, voilà. C'est absolument un de ses atouts. Un homme nouveau, ils veulent du neuf. Oui, et président normal, c'est pas idiot du tout. Même s'il a eu tant de fonctions, de responsabilités, etc., il est perçu comme un homme nouveau, par exemple. Dans les urnes, il reste 3 mois. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Arlette Chabot, Claude Veil, merci, Jean-Louis Gombaud, merci. T-News, vous restez avec nous pour la suite de notre édition spéciale. Dans un instant, deux spécialistes de l'opinion et de la communication avec nous, François Calfon, Thierry Saucé, également le sondeur Éric Bonnet. Nous allons évoquer ensemble l'intérêt, vous l'avez remarqué, des candidats pour les classes moyennes. Elles sont au centre de toutes les attentions. Mais d'abord, la riposte de l'UMP qui s'organise. On voit tout cela avec Monir Souci. En l'absence d'un candidat déclaré, c'est au Premier ministre de mobiliser les troupes. Défilé de parlementaires aujourd'hui à Matignon, François Fillon prend le pouls des élus avant les annonces du président de la République dimanche. C'est tout simplement une discussion préparatoire, il n'y a pas de conclusion. Le président de la République les apportera dans ses propositions dimanche. Le Premier ministre nous a écoutés, il n'a pas parlé. François Fillon tend l'oreille car des voix s'élèvent dans la majorité contre les mesures prévues. Les tensions se nouent principalement autour de la TVA sociale. Il nous a interrogés sur la TVA anti-délocalisation, TVA emploi, TVA sociale, appelez-la, j'allais dire comme vous le souhaitez, mais sur la manière de la concevoir, sur la date souhaitable d'application, sur les précautions qu'il fallait prendre. Nicolas Sarkozy va pouvoir répliquer à François Hollande et au programme socialiste. Samedi, la veille de son intervention, les adhérents de l'UMP valideront le projet du parti en attendant d'avoir un candidat. Elles sont au centre de toutes les attentions. Les classes moyennes, vers qui penchent-elles? Qui sera leur favori pour 2012? En tous les cas, tous les candidats tentent de les séduire. Lorsque François Hollande indique ce matin que ces mesures sont favorables aux classes moyennes, Nicolas Sarkozy et sa majorité en profitent pour dénoncer à travers ce programme une attaque sans précédent de ces classes. On en parle avec nos invités ce soir. Éric Bonnet, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous, directeur des études BVA Opinion. Thierry Saucé, bonsoir. Bonsoir.